L'événement socialiste, normalement, devrait commencer avec un quart d'heure de retard, mais si ça vous convient, on va commencer un peu plus tôt que prévu. Voilà, c'est-à-dire à peu près à l'heure, à quelques minutes près. D'abord, merci d'assister à cette plénière qui s'inscrit d'ailleurs, comme vous le savez, dans la programmation de l'université, puisque, comme vous l'avez vu sur les affiches, nous avions intitulé cette université Bâtir l'avenir. Et on y reviendra d'ailleurs en fin de discussion et d'échange, mais il y a d'autres événements qui tournent autour de cette mise en perspective que nous souhaitions intégrer dans les travaux du Parti socialiste. Alors, pour échanger à la fois sur la notion de prospective, l'intérêt de faire de la prospective pour une organisation politique, mais aussi pour parler de 2050, quel futur possible, quel futur souhaitable, eh bien, nous avons la chance de pouvoir associer à cette table ronde des profils assez différents et que je remercie de s'être libéré. D'abord, une habituée des universités, Emilia Agnew, qui est cofondatrice du think tank Le Sens du Service Public, qui est experte associée à la Fondation Jean Jaurès. Je te remercie d'être présente. Frédéric Gilly. Alors, je ne sais pas si... Généralement, c'est toi qui anime beaucoup de réunions. Donc, pour une fois, on a échangé les rôles. Économiste, professeur à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages, dont un sur la mise justement en prospective dans la perspective de 2050. Auteur donc de La France en perspective imaginée 2050, excuse-moi. Directeur associé de l'agence Grand Public. Et puis Yannick Blanc, qui est un homme qui a eu 1000 vies, mais qui aujourd'hui est vice-président de Fonda, et puis président de Futurible, qui est un des grands acteurs, on peut le dire, de la prospective dans notre pays. Peut-être Yannick et Julie, pardon, mais je termine par l'essentiel, excuse-moi Julie, porte-parole du Parti socialiste, donc tu es là chez toi évidemment, et puis directrice générale de France Positive, et c'est j'imagine aussi avec cette casquette-là que tu interviendras pour cet échange. Alors, Yannick, je vais peut-être justement commencer avec toi, puisque je pense que ça sera une bonne introduction à notre discussion, à nos échanges. Je l'ai dit, l'idée c'est de parler de prospective. Eh bien, est-ce que toi, tu peux nous dire en quelques mots comment vous appréhendez, vous, la prospective à Futurible? Quel sens vous lui donnez? Puisque on a souvent des discussions sur l'avenir, sur le futur. On parle quelquefois de projection, de prospective, de perspective. Comment aujourd'hui, toi, vous appréhendez ces enjeux et ces travaux de prospective au sein de Futurible? Bonjour à tous. Merci de ton invitation, Maxime. Il y a dans le monde 1001 façons de faire de la prospective. Futurible est membre fondateur de la Société mondiale des études prospectives, donc on rencontre de temps en temps nos homologues étrangers et on a des démarches qui peuvent être extrêmement différentes. La France est un des très rares pays où la prospective n'est pas une discipline universitaire. Il y a une chaire de prospective, elle est au Conservatoire national des arts et métiers. Elle a été créée à l'époque où la prospective était une affaire d'ingénieurs, de modèles, où elle était très marquée par la prospective technologique. Mais les choses ont beaucoup changé depuis. La prospective ne prévoit pas, ne prédit pas et ne prophétise pas. La prospective n'est pas la futurologie. Alors, une fois qu'on a éliminé ce qu'elle n'est pas, comment est-ce qu'on peut la définir? C'est une démarche qui consiste à interroger la réalité présente, la réalité accessible, analysable, perceptible, en la mettant en perspective dans le temps. C'est-à-dire, quand on fait de la prospective, bien sûr, le but du jeu, c'est de s'intéresser à l'avenir, c'est d'éclairer l'avenir. Mais pour ce faire, il faut se situer dans la durée, et donc on s'intéresse aussi beaucoup au passé. Dans la prospective, il y a en gros deux types de phénomènes. Il y a ce qu'on appelle les tendances et ce qu'on appelle les émergences ou les signaux faibles. Les tendances, ce sont ces transformations continues, souvent lentes, pas toujours visibles, mais assez largement prévisibles. Par exemple, les évolutions démographiques.
les évolutions démographiques, ça se modélise, ça se prévoit assez bien. La société française est aujourd'hui confrontée à un phénomène majeur de vieillissement démographique. Ce n'est pas une surprise. On l'attend depuis des décennies. En revanche, nous sommes confrontés à un retournement très brutal de la natalité. Et ça, ce n'était pas anticipé. Mais la démographie est par excellence un phénomène de longue durée. Les phénomènes climatiques sont des phénomènes qui sont anticipés au moins depuis 35 ans, puisque la première réunion du GIEC a eu lieu il y a 35 ans. Donc là, on est dans des phénomènes de longue durée. Et puis, la prospective, c'est aussi une capacité d'être attentif, d'être en veille, d'être à l'écoute de phénomènes émergents, de ce qu'on appelle parfois des signaux faibles, de ces phénomènes qui n'occupent pas forcément une place très importante, mais qui sont les signaux d'une transformation en cours. Quand on fait de la prospective, on essaye de cartographier, clin d'œil à Frédéric Gilly, à la fois les transformations qu'on peut observer, celles qu'on peut deviner, et puis on va situer ça dans la durée. Et dernier point, la prospective n'est pas une discipline parce que c'est une démarche qui nécessite de mobiliser plusieurs disciplines. Ce qui est intéressant quand on fait de la prospective, c'est de confronter la façon dont on analyse un phénomène avec différents champs d'expertise. Si je prends le vieillissement démographique, il y a une dimension purement démographique, statistique, nombre de personnes âgées dans la société, nombre de personnes très âgées, espérance de vie. Il y a une dimension santé, besoin de santé. Il y a une dimension organisation de la société, qui est que plus l'espérance de vie augmente, plus la vie s'allonge et plus les cycles de vie se transforment. L'enfance, la jeunesse, l'âge adulte, l'âge mûr, le grand âge n'ont plus du tout la même signification aujourd'hui de ce qu'il y avait il y a 30 ou 40 ans. La démographie a évidemment des aspects économiques, l'équilibre des régimes de retraite. Voilà, on va sur un phénomène donné tâcher de mobiliser une diversité d'expertise. Dernier mot, Futurible est une association qui réunit des 200 membres environ, qui sont des entreprises, des organismes publics, des associations, des organismes professionnels, etc., qui viennent là pour trouver de l'éclairage, des outils, de la méthodologie pour élaborer leur stratégie. Mais il y a une chose qui est pour moi vraiment essentielle, c'est que le moment de la prospective, il précède le moment de la stratégie. Au moment où on fait de la prospective, il faut mettre de côté ses préjugés, ses préférences, ses détestations ou même les choix stratégiques. Ça veut dire futur possible plutôt que futur souhaitable. Il faut suspendre. Là, vraiment, c'est le moment où on ouvre à 360 degrés sa capacité à écouter, à comprendre, à analyser. Et je disais tout à l'heure, il y a 30 ou 40 ans, la prospective était une discipline d'ingénieurs. Aujourd'hui, la prospective, c'est une discipline d'intelligence collective. Ce que les adhérents de Futuri viennent chercher, c'est la diversité des points de vue, c'est la confrontation d'expertises multiples et d'expériences différentes. Merci beaucoup. Julie, dans tes fonctions justement de directrice générale de France Positive, vous produisez énormément de travaux qui viennent nourrir le débat public. Comment justement vous appréhendez ou vous utilisez aujourd'hui des travaux de prospective ? Merci déjà de me recevoir à cette table ronde absolument passionnante. C'est toujours important, je pense, de penser le projet socialiste dans le futur pour tout simplement pouvoir projeter le pays dans le futur. Donc ce think tank qu'on a créé avec Jacques Attali en 2021, effectivement, ne fait pas de prospective. Nous, ce que nous produisons, ce sont des travaux programmatiques qui se nourrissent de travaux de prospective. C'est-à-dire que la prospective est intéressante dans le cadre de nos groupes de travail et des travaux que produisent nos auteurs pour l'édition qu'on a chez Flammarion, parce qu'en fait, ils nous aident à penser l'avenir, non pas pour le prédire, parce que ce serait complètement illusoire, mais penser l'avenir tout simplement pour détecter, effectivement, comme vous le disiez, tant les tendances lourdes que les signaux faibles.
Et c'est en ça que c'est important. On ne fait pas non plus, je dirais, de la projection. C'est-à-dire qu'on n'extrapole pas des données du passé pour en déterminer des grandes courbes futures. Nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est quels sont les futurs possibles. Et en fonction de ces futurs possibles, comment est-ce qu'on inscrit un projet qui soit viable pour le pays. En quoi c'est intéressant, alors pour France Positive, mais aussi pour le Parti socialiste, parce qu'aujourd'hui on est réunis pour penser, je pense, l'avenir de notre pays. Chloé Ridel, demain ou non après-demain, présentera le projet socialiste pour le 21e siècle. La prospective est passionnante, je pense, pour le Parti socialiste, parce qu'elle permet à minima 3 choses. Elle permet de nous concentrer sur l'avenir, en tout cas d'anticiper ce qui peut être possible. Les grandes mutations ne sortent pas de nulle part. Il faut les déceler, il faut pouvoir écouter ces tendances, ou en tout cas ces signaux faibles qui permettent justement de faire émerger des grandes mutations qui vont changer en tout cas notre pays. Ça permet également, je pense, de hiérarchiser les priorités face à tous ces grands bouleversements. Comment est-ce qu'on envisage les différentes priorités ? Et puis, je pense que ça peut permettre également de nourrir ou peut-être d'auto-nourrir notre vision. Parce que je pense qu'ici, on a tous en commun, on partage un esprit socialiste, on partage des rêves. À ces rêves, on y a adjoint des objectifs pour obtenir des victoires. Je pense que la prospective, elle peut permettre au Parti socialiste d'incarner cette vision, en tout cas de la projeter encore plus. Et voilà, c'est absolument passionnant en tout cas. Alors Frédéric, si on reste, et puis évidemment on avancera dans la discussion sur justement les éléments de prospective qui peuvent nourrir à la fois le projet socialiste et puis déjà donner des indications sur 2050. Frédéric, tu avais écrit et commis un autre ouvrage remarqué précédemment, 50 cartes à aller voir avant d'aller voter, si ma mémoire est bonne. On voyait à peu près, par le titre d'ailleurs, l'intérêt de ton premier ouvrage. Pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans ce travail de prospective sur 2050 ? Bonjour à tous. En fait, le premier atlas qu'on avait fait, c'était en 2022, c'était effectivement 50 cartes à voir avant d'aller voter. Et on était parti du constat qu'il y avait des fausses questions, enfin des faux débats qui travaillaient le pays. C'était mieux avant, la France va s'archipéliser, il n'y a pas d'avenir, la politique ne peut plus rien. Enfin, il y avait 5 comme ça, faux débats, mais structurants. Et alors, toute une partie de l'appareil intellectuel dit... tombe arrose sur la France périphérique, arrose sur l'archipélisation, tout ça c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et comment ça se fait que ces gens qui disent aussi faux aient autant d'écho ? Et donc on s'est posé la question de savoir, mais en fait, quelles sont les vraies questions qu'il y a derrière les faux débats ? Parce que si les faux débats sont rémanents, ça ne veut pas forcément dire que ce que les gens disent est faux. C'est pas juste ça le sujet. C'est que les questions qui travaillent la société en sous-main trouve un écho dans ce que les gens synthétisent en disant la France périphérique. La France périphérique, c'est peut-être n'importe quoi dans les chiffres, mais ça travaille un imaginaire d'une manière telle qu'il y a forcément des vraies questions derrière. Et donc on était allé chercher, pour chacun de ces faux débats, 5 faux débats, 10 vraies questions derrière 5 faux débats. Ça faisait 5 grandes, c'était facile. Et derrière, on s'est dit, mais comment... en fait, ce que ça ouvre quand même comme question, ça travaille en écho la question de, ok, comment on se met en mouvement pour avancer ? Parce qu'il y a des faux débats qui travaillent avec la société française, super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait d'un point de vue politique de transformation ? Et là, l'interrogation, elle a fait écho chez moi à un écart, un hiatus assez fort entre ce que je lisais dans plein de bouquins sur la France d'après, sur le grand effondrement, sur en gros des perspectives assez cataclysmiques qui ont 2 conséquences dans le débat politique. Un, ça nourrit le renoncement politique, parce qu'en fait, si on nous prophétise la fin, en fait, ça veut dire que le politique ne peut plus rien, que nos élus ne peuvent plus rien, donc ça ne sert plus à rien d'aller voter. Et on voit bien qui ça sert à la fin. Et le deuxième élément, c'est... un élément de fatalité complète en disant en fait il faut retourner à avant, il faut donc dans les 2 cas ça nourrit les populismes réactionnaires. Donc si on veut s'attaquer à cette question-là, il faut se reposer la question de mais qu'est-ce qui dans le futur,
qu'est-ce qui, dans les perspectives, qu'est-ce qui, dans ce qu'on vit aujourd'hui, est complètement joué. Et ils ont raison de nous dire qu'il n'y a rien à faire. Et qu'est-ce qui est, où sont les éléments sur lesquels on a encore un peu prise. Parce que dans l'autre partie de mon travail, qui est d'aller écouter les gens, interviewer les gens, leur donner la parole en continu, des milliers d'interviews par an, ce qu'on a fait dans notre France Parlons-en. En fait, moi, ce que je vois au quotidien, c'est des citoyens français dans leurs entreprises, dans leurs assos, dans leurs familles, dans leur club de foot, dans leur club d'échecs, dans leur club de gym, qui sont plutôt pleins d'idées, pleins d'énergie. Alors, ils peuvent être très déprimés par ailleurs par l'état dans le monde. Mais en réalité, quand on discute, ils ont toujours... Parce que c'est la vie, quoi. Et je me disais, mais qui c'est qui a faux? Est-ce que c'est les Français qui sont complètement naïfs d'imaginer qu'en fait, ils ont encore un avenir et une vie à vivre? Ou est-ce que c'est les intellectuels qui nous prédisent la fin qui sont dans l'instrumentalisation? Et donc, en fait, on a travaillé là-dessus. Et on s'est dit, quand on regarde ce qui a structuré au fond le mouvement des Gilets jaunes, c'est 3 questions. C'est qui sommes-nous? C'est-à-dire, en fait, dans notre rapport à nous, aux autres, à notre vie, à nos engagements. Qu'est-ce qui nous définit comme personne? Qu'est-ce qui fait notre vie? À quoi on sert? Tous les sujets autour de la valeur du travail, l'intérêt ou pas de l'engagement, et où est-ce qu'on vit? Et ces 3 questions-là, on les a retrouvées quasi texto pendant la crise Covid, mais non plus avec un nous collectif, politique, mais avec un je. À quoi je sers? Qui je suis? Où est-ce que je vis? Et cette tension-là, en fait, on a organisé le bouquin comme ça. On s'est dit, mais en fait, qui serons-nous? Où vivrons-nous? Et à quoi servirons-nous? En se disant, c'est des questions un peu fondamentales qui percutent toutes les questions classiques qu'on se pose on a l'habitude de réfléchir en silos. Il faut faire péter les silos si on veut s'abroger les questions. Et en fait, ce dont on se rend compte, et j'y viendrai après peut-être, et puis surtout, on va travailler tous ensemble sur ça à partir de 20h. De 20h à 22h, on a extrait plein de cartes, plein de chiffres, etc., pour travailler ensemble, tous, avec tous ceux qui n'ont pas pu venir là, de 20h à 22h, sur comment est-ce que les enseignements qu'on a partagés et qui font le fil rouge de travail sur le projet trouvent écho dans des chiffres, dans des perspectives, pour qu'ensemble, on se dise, mais en fait, c'est quoi les questions que le Parti socialiste doit se poser et doit saisir pour penser correctement et proposer quelque chose sur le travail, sur le modèle social, sur la jeunesse, etc. Donc les réponses, elles ne sont pas écrites, elles sont à écrire. Mais en revanche, il y a un seul truc moi, que je garde de tout ce travail-là qu'on a fait pendant des mois et des mois et des mois, c'est qu'il y a de l'avenir et il faut se bagarrer parce que ça en vaut la peine. Merci à toi. Et effectivement, vous l'avez compris, il y a des travaux pratiques par la suite. On y reviendra en conclusion de cette discussion. Tu l'as dit, ton sujet, c'était de pouvoir éclairer. Vous l'avez d'ailleurs évoqué tous les 3. C'est le principal rôle aujourd'hui du travail de prospective. Ça passe, vous l'avez dit, avant la stratégie. Émilie, et ça veut dire que cet éclairage-là, il peut être vraiment utile aujourd'hui pour les décideurs publics. Première question. Et puis peut-être une question pour toi, mais aussi si vous souhaitez réagir. On parle de prospective là sur la vision et les grandes tendances, et tu l'as très bien évoqué, Frédéric, en articulation avec l'avenir de notre propre pays. Mais la prospective territoriale, on va être en plus dans une séquence municipale. Donc, est-ce qu'aujourd'hui elle est pratiquée? En quoi il peut avoir de l'utilité? Et essayons aussi peut-être d'illustrer un peu vos propos pour que le public puisse le matérialiser. Émilie. Ah oui, merci d'organiser cet événement autour de la prospective. Alors, ce qu'on n'a pas dit en introduction, c'est que je suis fonctionnaire territorial par ailleurs, donc c'est pour ça aussi que tu m'interroges sur la question de la prospective territoriale, parce que en fait, c'est pas du tout nouveau. La prospective, on l'a vu, ça date d'il y a plusieurs dizaines d'années.
Et du coup, c'est un outil qui a été approprié déjà par un certain nombre d'acteurs. Il y a des collectivités territoriales, socialistes. Je pense par exemple à Nantes Métropole, qui fait de la prospective en articulation étroite avec le dialogue citoyen, donc dans une approche démocratique de la prospective qu'on appelle ouverte. Vous avez le ministère de la Défense également qui a constitué la Red Team, c'est-à-dire que le ministère de la Défense a recruté des scénaristes, a recruté des écrivains, des romanciers pour essayer, à l'aide de la fiction, de pouvoir imaginer des scénarios, mais qui sont éclairés par des experts, des spécialistes, et donc pour pouvoir essayer d'imaginer un peu tous les scénarios qu'il pourrait y avoir et de permettre de se préparer, de se projeter à ces différents scénarios pour éviter le fameux « qui aurait pu prédire » ou encore le « there is no alternative » qu'on peut voir aujourd'hui. Donc c'est une réalité. Pour autant, la question se pose de comment on arrive à s'approprier cette matière-là, parce qu'il y a déjà beaucoup de matières. Il y a Futurible, les travaux de Frédéric, les travaux aussi que mène Julie, et il y en a bien d'autres. La question est de savoir comment politiquement on peut se l'approprier, et comment on peut se l'approprier quand on est un parti de gauche. Et pourquoi c'est important de le faire quand on est un parti de gauche ? Parce que finalement, il y a des forces qui n'ont pas besoin d'aider à cette projection. Le Rassemblement national, la droite, propose une forme de conservatisme, de réaction, et finalement propose de ne pas trop changer à l'équilibre des choses. Or, quand on est la gauche, on a une ambition qui est extrêmement forte, qui est de transformer économiquement, socialement, culturellement un pays. Et ça, c'est très compliqué parce que ça suppose une capacité de projection dans quelque chose qui n'est pas déjà là, ou dans des signaux faibles qui ne sont pas passés à l'échelle, qui ne sont pas à hauteur d'individus. Et donc, il faut aider les gens à pouvoir se projeter vers ce projet de société beaucoup plus durable, beaucoup plus juste, écologiquement, socialement. Et donc, un outil comme la prospective peut tout à fait aider dans cette démarche-là, parce qu'il y a une inégale capacité à se projeter dans l'avenir. On n'a pas tous la facilité à pouvoir imaginer un autre futur, et notamment quand on est pris dans les difficultés du quotidien, c'est très compliqué de se projeter dans autre chose. Or, précisément, ce sont ces personnes-là auxquelles la gauche est censée aujourd'hui s'adresser, et auxquelles elle a du mal quand même à s'adresser et à montrer comment ça pourrait être dans leur intérêt de pouvoir avoir d'autres modes de vie. Parce qu'aujourd'hui, les modes de vie ils ne sont plus trop façonnés par le politique, par la puissance publique. Alors, tout à l'heure, on parlait de renoncement. Moi, j'aime bien aussi le terme d'impuissance publique, qui est aussi une impuissance politique, et avec ce sentiment aussi d'abandon que tu as évoqué, Frédéric. Et en fait, aujourd'hui, ce sont des acteurs privés qui dessinent notre avenir, qui activent des imaginaires, qui définissent des modes de vie, des référentiels, des habitudes, des usages. Et finalement, on a un peu l'impression que le politique, lui, il a renoncé. Il a renoncé parce qu'il utilise de moins en moins les outils publics, et c'est en ça où je reboucle avec le début de mon propos. Aujourd'hui, on voit que les outils de la puissance publique ont été disqualifiés. J'ai commis un ouvrage il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Puissance publique contre les démolisseurs d'État ». C'est précisément la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où on a démonétisé la capacité à agir parce qu'on a démonétisé les normes, les dépenses, les recettes, les agents publics, les services publics. Et donc finalement, ce sont d'autres qui aujourd'hui dessinent ce futur désirable ou pas. Mais en tout cas, en face, on a du mal à voir la proposition qui est faite. Donc finalement, je trouve que la prospective, dans une visée de gauche, elle peut permettre de se projeter, c'est sûr, de lutter contre le sentiment du « c'était mieux avant », mais elle peut aussi permettre de crédibiliser l'accession au pouvoir de la gauche en disant « oui, c'est possible, ce qu'on vous propose, déjà, ça existe déjà avec ce qu'on disait, les signaux faibles, mais on va dessiner avec vous des scénarios possibles, différents chemins pour arriver à un même objectif. » Et ça vise notamment à éviter ce qu'on a connu par exemple avec les Gilets jaunes, mais plus récemment avec les ZFE, avec le ZAN, où on voit que les objectifs sont éminemment désirables, mais le chemin qui est proposé aux individus et collectivement, il n'est pas désirable. Pourquoi ? Parce qu'on propose un changement sans proposer dans le même temps d'embarquer les gens, sans
penser à l'acceptabilité sociale et surtout à l'évolution des comportements et à l'accompagnement à ces nouveaux comportements où, là encore, bien évidemment, tout le monde ne pourra pas s'adapter de la même manière. Donc je crois que la prospective peut être extrêmement féconde dans tous ces objectifs-là et que, bien évidemment, les municipales, l'année prochaine, seront l'occasion de pouvoir tester ces méthodologies, les généraliser, les diffuser en s'appuyant sur ce qui existe déjà dans des collectivités de gauche. Julie ? Oui, sur la question des municipales, c'est très intéressant. Quel est le rôle du Parti socialiste finalement dans l'accompagnement de nos candidats? Je pense que la prospective, en tout cas la mise à disposition des meilleurs scénarios possibles, en tout cas des plus probables possibles auprès de nos candidats, peut les aider à faire émerger un contre-projet, une vision positive de gauche. Je prends l'exemple de Clichy, où j'habite, et je sais qu'on a des camarades clichois dans la salle. On a actuellement une politique de droite depuis plusieurs années qui a densifié considérablement la ville, qui a vraiment coupé court avec des îlots de verdure. Enfin, on est vraiment on étouffe à Clichy. Si on arrive à équiper nos candidats avec un projet socialiste qui s'inscrive justement dans une perspective prospective, avec des scénarios où en fait on sait qu'à Clichy, dans 5, 10, 15 ans, on va avoir une température qui augmente de 2, 3, 4 degrés. Si on sait quel est l'impact justement du béton également dans cette chaleur qui va venir étouffer nos concitoyens, quel est le projet que nous, on peut porter et qui sera crédible à l'écoute des citoyens. Ça, c'est hyper important. Je ne sais pas si vous avez suivi justement les ateliers de préparation municipale, mais ils ont été construits également en prenant en compte justement des éléments de prospective, que ce soit climatique, que ce soit des éléments liés à la longévité, parce qu'on sait qu'on a une population vieillissante. Comment est-ce qu'on accompagne justement nos citoyens au niveau local, au plus proche des territoires, pour faire en sorte qu'ils vivent, on sait qu'ils vivront longtemps, mais est-ce qu'ils vivront mieux plus longtemps? Ça, c'est une vraie question et ce n'est pas des éléments qui sont nécessairement pris en compte en France alors qu'ils le sont par exemple au Japon. Voilà, donc les ateliers, je pense, sur les municipales vont être cruciaux pour justement projeter une contre-proposition de gauche qui s'inscrive justement dans des scénarios tels qu'ils ont été émis. Alors, à vous écouter, vous nous dites que la prospective, elle est utile pour des décideurs publics, pour des partis politiques, parce qu'elles permettent, si je résume, j'espère de manière juste ce que vous avez indiqué, elles permettent de faire un exercice de projection, elles permettent aux citoyens, à l'électeur de pouvoir se projeter sur l'avenir de ce que vous indiquez, et puis de prendre en compte potentiellement des variables qui sont des variables plus larges, puisqu'on parlait d'éclairage. Mais si je suis un peu provoque, le Parti socialiste, il a quand même gagné plein d'élections sans faire ce travail de prospective-là. Donc, c'est faux, Mitterrand avait déjà fait un travail de prospective. J'y viens. Non, mais c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, plus que hier, on aurait besoin de faire de la prospective? Et peut-être, si je me fais encore un peu plus l'avocat du diable, la prospective, est-ce que c'est pas finalement, par ce travail qu'on veut objectif, etc., eh bien, on dit que c'est pour ouvrir les possibles, mais dans quelle mesure ça peut pas aussi fermer des possibilités? Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette table ronde? Yannick? Oui. Ça fait une demi-heure qu'on est là. La prospective, c'est quand même une façon d'essayer de se projeter dans le long terme. Et au bout d'une demi-heure, on parle des élections municipales. Donc, alors, c'est légitime. Je le dis par provocation, mais c'est légitime parce que le futur de long terme commence tout de suite. Bah, bien sûr. Se projeter, c'est la différence entre la prospective et la futurologie. Hein, c'est pas imaginer un avenir lointain, c'est comprendre que ce qui se joue. C'est pour ça que je disais qu'on se met dans la durée du passé et de l'avenir, ça commence tout de suite. C'est le grand effet pervers de la façon dont étaient conçus les rapports du GIEC depuis le début, que d'avoir traduit les enjeux du changement climatique par des courbes dont le moment critique était situé dans un avenir lointain. C'est-à-dire les premiers rapports du GIEC disaient à la fin du siècle, il faudrait éviter qu'à la fin du siècle, on ait plus de 2 degrés de réchauffement, etc. Et ça a empêché de voir que le changement climatique, certes, il s'inscrivait dans une durée, mais qu'il avait des effets immédiats. On pourrait illustrer le phénomène, par exemple, sur le vieillissement démographique. J'y reviendrai tout à l'heure à propos des questions de santé.
moi, j'ai commencé à faire de la prospective dans le monde associatif il y a une quinzaine d'années. Et quand on a commencé à le faire, on disait à nos interlocuteurs associatifs, bien souvent, votre association a été créée pour changer le monde, en grand, en petit, dans tel secteur, par rapport à tel enjeu, telle cause, etc. Et vous n'avez pas toujours vu que le monde avait changé plus vite que vous. Cette interpellation, elle s'adresse évidemment aussi aux partis politiques et aussi, bien sûr, aux partis de gauche. C'est-à-dire changer la société, changer la vie, etc. C'est bien, à condition de ne pas passer à côté de ces trains qui vous dépassent de chaque côté dans les modes de vie, les modes de production, les technologies, la science, etc. Il me semble qu'aujourd'hui, les acteurs politiques, je viens de publier sur le site de Futurib une chronique qui s'appelle « L'extinction du politique ». Donc j'ai poussé l'hypothèse assez loin. Je crois que les acteurs politiques aujourd'hui sont confrontés à 3 mutations géantes qui mettent en cause fondamentalement nos façons d'agir. La première, l'éléphant dans la pièce, c'est la triple crise écologique, le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les pollutions systémiques, les polluants éternels et le plastique. Ce sont des phénomènes mondiaux. L'expérience des 30 dernières années montre que nos modes d'action collectifs classiques ne permettent pas d'agir. On est confronté à une situation d'impuissance collective et la sortie de ce sentiment d'impuissance qu'a trouvé la droite américaine et Trump, c'est de casser le thermomètre et de dire que ces phénomènes n'existent pas. On est dans un extraordinaire phénomène de déni. Donc on n'a plus qu'à attendre que la réalité les rattrape, mais ça se passera vraiment très mal. Ça, c'est la première le premier défi adressé aux responsables politiques. On a fait la COP21 il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Je veux dire, les objectifs fixés par la COP21 et par les objectifs de développement durable, c'était aussi il y a 10 ans, sont en situation d'échec. Donc sur cet enjeu majeur de l'action collective, on est en situation d'échec et ça interpelle directement la façon dont on construit l'action collective. Deuxième phénomène, largement analysé, documenté par Gérald Bronner, le sociologue que vous connaissez sans doute, l'univers de la connaissance, de la production des savoirs a complètement changé en quelques décennies. Les savoirs étaient un bien rare, enfermé dans des institutions soigneuses, difficilement accessibles, structurées par des rites d'initiation, des études longues, l'acquisition de diplômes, des sociétés savantes, des académies. Le savoir était quelque part loin dans la société et il était éminemment respecté. En quelques décennies, le savoir est devenu un flux illimité d'informations, de données, de propos, etc., dans lequel on est bien en peine de distinguer le vrai du faux. Ça bouleverse totalement la façon dont s'organisent nos organisations collectives. Parce que dans notre tradition, il y avait une confiance accordée aux sachants. Lisez vos livres d'histoire du mouvement ouvrier, du Parti socialiste, de la SFIO, des syndicats, le rôle de l'école, la déférence à l'égard des sachants, de la connaissance, de la science, etc. Tout ça a été structurant dans la façon dont nos partis se sont construits. Et ça a été balayé. Il y a ne serait-ce que 30 ou 40 ans encore, je ne parle pas de Pasteur, hein, mais il y a 30 ou 40 ans encore, les grands médecins étaient dans l'opinion l'objet d'une vénération collective. Ils étaient invités sur les plateaux de télévision et ils n'étaient pas contestés. Bon, vous savez ce que tout ça est devenu. Et puis la troisième mutation majeure, elle touche les institutions elles-mêmes. La façon que nous avons, nous, individus, de faire société à travers des institutions est bouleversée. Et quand je dis des institutions, je ne parle pas du Parlement, de l'université ou de la police. Je parle de la famille. Je parle de la façon dont les individus, du lien social, de la façon dont nous construisons nos vies. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais à propos du vieillissement démographique, les cycles de vie ont changé. Et comme le cycle de vie a changé, la durée et les moments à travers lesquels les individus se construisent ne sont plus les mêmes. Et du coup, leur façon de construire leur rapport au collectif ne sont plus les mêmes du tout. Ces défis-là sont des défis existentiels pour toutes les organisations qui ont pour ambition de structurer l'action collective. Et si elles veulent surmonter ces défis, si elles veulent retrouver la capacité à se projeter dans l'avenir et à énoncer des projets, il faut qu'elles fassent ce travail d'analyse prospective. C'est-à-dire d'imaginer toutes les hypothèses,
de pousser à fond les hypothèses, de dire mais au fond, si on est dans une société d'individus, c'est quoi les différents scénarios ? Comment se construit le lien entre les gens ? Est-ce que chaque individu va choisir la communauté dans laquelle il s'inscrit ? Est-ce que des petites communautés vont petit à petit archipéliser la société ? Thèse bien connue, fantasme collectif régulièrement alimenté, jamais vérifié. Est-ce que on va avoir au contraire une tentation et une tentative des institutions de reprendre le pouvoir sur les individus ? C'est ce qu'on voit en effet dans un certain nombre de phénomènes réactionnaires. Sur un phénomène comme celui-là, le travail des scénarios, c'est pas d'écrire des scénarios plus ou moins souhaitables ou plus ou moins redoutables, c'est de travailler les hypothèses pour avoir plusieurs scénarios qu'il faut lire tous en même temps. C'est pas très intéressant quand on fait la prospective d'avoir un scénario noir, un scénario rose et un scénario tendanciel. Ça n'apprend rien. Ça va vous permettre d'organiser vos préférences, mais ça ne vous apprendra rien. Si vous faites 3 ou 4 scénarios alternatifs en chaque fois en prenant une des hypothèses de l'analyse de la réalité que vous avez sous les yeux et en la poussant plus loin, eh bien là vous aurez une grille d'analyse d'une situation complexe qui vous dépasse, sur laquelle vous n'avez pas de prise de manière évidente, mais qui vous permettra d'esquisser des chemins pour reprendre la main. Dernier point, j'insistais tout à l'heure sur le fait que ce moment de l'analyse prospective, il est antérieur au choix stratégique et à l'expression des préférences. Je pense que si les think tanks liés aux partis politiques qui existent dans notre pays faisaient ensemble assez sérieusement un travail de prospective, ou croisaient leurs travaux de prospective, puisqu'ils en font les uns et les autres, on pourrait créer le terrain d'un certain nombre de débats utiles sur des enjeux qui intéressent toute la société, et on éviterait les crispations dans les postures. Je prends l'exemple de la santé. La santé est d'une des préoccupations majeures des Français. C'est un domaine qui est l'objet de bouleversements absolument fondamentaux. Quand vous faites l'addition de ce que les experts disent des problèmes de santé, il y a un assez large consensus sur l'évolution des thérapeutiques, les progrès scientifiques, la prédiction personnalisée, etc., la place de la prévention. Vous avez un ensemble de données et d'analyses qui sont assez bien connues des experts, et cet ensemble de connaissances, aujourd'hui, ne nourrit pas les politiques de santé. Or, la santé, c'est lié au climat, c'est lié à l'environnement, c'est lié aux polluants, évidemment. La santé, c'est lié au vieillissement. La santé, c'est lié à l'alimentation. Et donc, vous voyez, quand on commence à tirer les fils, on se rend compte qu'à partir de cet enjeu-là, on peut bâtir une cartographie, une représentation des enjeux et des défis auxquels est confrontée la société, qui peut être une bonne base de débat qui permettait de rompre avec les postures idéologiques qui, aujourd'hui, sclérosent le débat public. Merci. Frédéric, je te laisse prolonger le sujet, mais de ce que j'entends, Yannick, tu nous dis que, par exemple, considérer que prendre en compte une seule variable à un tel scénario, c'est-à-dire, par exemple, il faut trouver 45 milliards d'euros pour pouvoir régler une situation déficitaire, et typiquement le fait de rentrer finalement dans une posture sans s'interroger sur les interactions qui peuvent exister. Frédéric. En fait, je vais tirer le fil directement, parce que on a été confronté, quand on a écrit le livre, à un choix à faire, qui était, est-ce qu'à la fin des fins, quand vous écrivez et quand vous passez des mois et des mois à réfléchir sur toutes ces données, ça vous donne... Enfin, moi, sur les différentes pistes qu'on ouvre dans tous les sens, j'ai mes préférés. Et j'ai celles que... c'est pas mes préférés, mais je pense que c'est ça qui va se passer. Et donc il y avait de quoi atterrir sur des scénarios possibles, probables, souhaitables, etc. Et on a refusé explicitement ça, précisément pour les raisons que Yannick vient de donner. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut laisser le jeu ouvert. Et donc, sur les 70 ou 80 sujets qu'on a ouverts, on a fait le double effort systématique de mettre du gris clair et du gris foncé et du jaune pâle dans tous les sujets, de manière à ce que ce soit impossible pour le lecteur de savoir ce que nous, on pense potentiellement, mais qu'au contraire, le lecteur soit confronté au fait que il est en situation de devoir faire des choix. Et le deuxième, donc ça, je trouve que c'est vraiment un élément fondamental. Il ne faut pas chercher des confirmations dans le futur.
il faut chercher quelles sont les différentes trajectoires qu'on peut lire, anticiper ou voir venir, de manière à se dire, mais en fait, au final de tout ça, qu'est-ce que j'en retire de mes préférences, de mes valeurs, de ce vers quoi je voudrais que ça aille. Et à partir de là, on peut construire un projet. Parce qu'à partir de là, on peut se dire, OK, ça peut partir là ou là, moi je préférerais que ça aille là. Et comment faire à ce moment-là Et c'est là où c'est le deuxième point, c'est qu'en fait, tu parlais tout à l'heure de territoire. En fait, quand tu croises dans un territoire et que tu projettes tout ce qui peut se passer dans le pays, dans le territoire, dans le monde, dans le même moment, et ben en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses auxquelles le territoire ne va pas pouvoir grand-chose sur la tendance. En revanche, il a le choix de s'adapter. Il a le choix de On a une carte dans le bouquin. Je ne sais pas, c'est toujours pareil, c'est 2035-2040, donc on n'a aucune prévision là-dessus. En revanche, c'est sur les marchés immobiliers. Alors le marché immobilier, c'est super compliqué de savoir ce qu'un marché immobilier va devenir à 3 mois. Mais quand vous regardez le taux de propriétaires de plus de 60 ans en 2020, de leur résidence principale, département par département, et que vous projetez 25 ans plus tard, il y a une bonne probabilité pour que ces propriétaires de résidence principale soient en train de mourir, soit en EHPAD ou soit morts. Vous projetez la table de mortalité constatée, et vous vous rendez compte qu'il y a une quinzaine de départements en France dans lesquels, en 5 ans, entre 2032, 33 et 37, 38, 50% du stock de résidence va revenir sur le marché. 50% du stock de résidence principale sur le marché. En fait, je ne sais pas si dans tel département ça va se passer, si dans tel département ça va se passer. En revanche, on peut raisonnablement penser qu'on a quelques territoires en France qui vont se trouver face à un vrai crack immobilier. Alors, il y a un petit sujet là-dessus, c'est que qui ça concerne ? Ça concerne globalement des baby-boomers, dont on se dit, c'est pas grave qu'on se préoccupe pas de faire le 5e risque de dépendance, ils vendront leur maison. Ah bah oui, mais comme on dit dans Astérix et Obélix, si la maison, il n'y en a plus rien à valoir du tout, comment on fait ? Et donc en fait, c'est quand Yannick parlait tout à l'heure de boucle, en fait, c'est tout ça c'est toutes ces données mises bout à bout qui permettent de se dire, mais en fait, il y a des sciences, il faut les anticiper. Et si on se met dans une posture d'anticipation, on réalise aussi que les choses sont beaucoup moins catastrophiques qu'on ne le dit. J'accompagne en ce moment, par exemple, un travail de réflexion et d'adaptation stratégique sur le programme pluriannuel partenarial d'aménagement autour de l'étang de Thau, à 7. Parce que l'eau va monter, parce que l'eau va chauffer, parce que la sécheresse va arriver, et que donc, en gros, autour de l'étang de Thau, quand les lagunes sont sous l'eau, que l'eau permet plus chimiquement de faire des huîtres, et que, en fait, ça commence à faire beaucoup de choses autour du territoire. Mais en fait, ce qu'on regarde, c'est que les choses, il y a plein d'éléments d'alerte actuels, mais les choses deviennent vraiment complexes pour le territoire dans une quarantaine d'années. Mais il se trouve que vous n'avez aucun investissement public qui a une durée d'amortissement de plus de 35-40 ans. Donc ça veut dire que tout ce dont on est en train de se parler de manière catastrophiste potentiellement sur les centres de transformation, les hôpitaux, les centrales d'épuration d'eau, etc., c'est rien que de l'argent qui aura été intégralement amorti quand le risque va se réaliser. Donc il ne tient qu'à nous, collectivités locales, à ci, à là, quand les choix se présenteront de faire les nouveaux investissements, de ne pas les faire à des endroits où ça risque. Et à ce compte-là, il y a plein de trucs qui vont être catastrophiques, mais il y a plein de trucs qu'on va pouvoir anticiper. Par exemple, il n'y a plus de forêt des Landes en 2050. Voilà, ça, on le sait. Voilà, le pin, ça ne vient plus. En revanche, on peut planter des épicéas, on peut planter des séquoias. L'INRA est en train de faire plein de travaux sur quelles sont les espèces qu'on peut adapter. Il n'y a plus de maïs ni de vergers dans le sud-ouest. Ils seront remontés dans la vallée de la Loire. En 2050-2055, c'est pas si loin que ça, parce que ça ne tient plus. Les espèces ne tiennent plus. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'agriculture dans le sud-ouest.
On peut planter du mil, on peut planter du sorgho, on peut planter de la pistache, on peut planter plein de trucs. Et les agriculteurs sont déjà aujourd'hui, pour certains, en train de faire des tests. Aujourd'hui, on est en train de tester des orangeraies dans le Médoc. Parce qu'en fait, dans le même temps, si on prend le Médoc, vous avez le comité des vins de Bordeaux qui s'inquiète un tout petit peu parce qu'on sait qu'on ne pourra plus produire un vin à moins de 14 degrés 5, 15 degrés dans le Bordelais en 2050. Ça s'appelle du Rioja, ça ne s'appelle plus du Bordeaux. Mais le comité des vins de Bordeaux dit en même temps, alors on va s'adapter parce que ça veut dire qu'il faut qu'on replante tout. Et après, le vin, c'est un truc super culturel. Le goût, c'est super culturel, c'est marketing. Donc en fait, si on a 25 ans pour habituer le palais des gens à aimer les vins un peu plus chauds, un peu plus chargés, etc., on y arrivera. Et donc en fait, tout ça, ça dit juste que, quand je disais tout à l'heure, il n'y a aucune fatalité. En fait, il n'y a aucune fatalité du moment qu'on s'est un minimum préparé et que ça nous permet, ça nous donne au moins une agilité d'anticipation et d'adaptation. Sur ce que tu évoques, on voit bien que d'ailleurs il y a des acteurs privés pour le coup qui font beaucoup de prospectives, c'est les assureurs. Par nature, d'une certaine manière, parce qu'on voit bien, peut-être pas assez, mais certains s'y attellent, parce qu'ils ont besoin, pour le coup, d'avoir une multiplicité de scénarios, ne serait-ce que pour pouvoir maîtriser les risques. Mais à vous entendre et à t'entendre, on voit bien, et c'est peut-être le monde aussi actuel, qui est un monde en plus d'incertitude, que on a besoin d'avoir effectivement des exercices de prospective, y compris pour pouvoir voir un monde, je suis relativement provocateur, mais voir un monde qui s'effondre, et donc finalement ça va venir nourrir aussi la multiplicité des risques. Mais il y a plein de monde. En fait, il y a plein de mondes qui vont s'effondrer, et il y a plein de mondes qui sont en jachère. Mais il y a plein de mondes qui vont naître. C'est là où il y a une question politique fondamentale. En fait, la gauche s'est structurée notamment autour de la question de la réduction et de la lutte et du combat contre les inégalités, ou en tout cas la capacité à donner à chacun, où qu'il soit et quel qu'il soit, les moyens de s'émanciper et de choisir sa vie et de disposer des moyens de construire sa vie. Il se trouve que quand le monde change dans les structures fondamentales de son économie, de ses territoires, dans les rapports que ça construit, dans les rapports de richesse, dans les rapports sociaux, dans les rapports de domination que ça construit, eh ben forcément, ça change les inégalités. Les inégalités de demain ne seront plus les inégalités d'aujourd'hui. Il y a des inégalités d'aujourd'hui qui vont s'accroître, et il y a des inégalités d'aujourd'hui qui vont disparaître, ou quasiment. En revanche, elles vont laisser place à de nouvelles inégalités qui vont construire de nouveaux combats politiques à mener, et qui vont construire... Et ça, il faut... En fait, le fait de ne pas s'en saisir, ça a des conséquences. Je donne juste un exemple qui est en passant, mais quand vous regardez la carte actuelle des subventions agricoles touchées par exploitation de la part de l'Union européenne, c'est tout le bassin parisien qui touche un pactole, les grandes exploitations du grand bassin parisien. Quand vous regardez en tendance, c'est toutes les petites exploitations bio du sud-ouest. Du sud-est. Et donc, en gros, quand vous regardez la carte, il y a une zone de France qui touche rien et qui touche pas plus, c'est le sud-ouest. Et comme par hasard, c'est là que la coordination rurale fait ses gros scores, c'est là que les 2 dernières grosses révoltes agricoles paysannes ont jailli. Mais en fait, c'est tout simplement, je le dis de manière un peu rapide, en fait, ça s'explique en partie par le fait que c'est l'endroit où on n'a rien et on n'a pas de perspective. Et pour le coup, on voit que ça change. Et donc en gros, on se dit, en fait, vous vous occupez pas de nous, vous vous en foutez de notre gueule. Et donc ça, en fait, savoir à quelles inégalités il faut se préparer, ça permet de construire par anticipation des politiques, et ça permet aussi, parce que Yannick en parlait, c'est un élément fondamental, c'est la structuration du débat public. Et moi, il y a quelque chose, et je termine par là, parce que quand j'ai fait une petite tournée à plusieurs endroits dans le pays avec le bouquin, et à chaque fois, j'ai essayé de construire un jeu avec un élu local, en allant dans la ville d'un élu, et en faisant un truc d'1h30. Moi, je présentais le bouquin en 10 minutes, vraiment très rapide. L'élu parlait 10 minutes pour expliquer pourquoi est-ce qu'il avait trouvé ça intéressant, et après, c'est débat dans la salle, pendant 1h30. Et c'était fascinant, parce qu'en fait, d'abord, en fonction de l'endroit où on était, c'était différent. Les questions structurantes, les interrogations sur l'avenir à Villeurbanne, c'était la question des inégalités, de la capacité à vivre en ville, de vivre tous ensemble, quelle que soit son origine. À Sète, la question qui est venue, c'est la question terres rares, industrialisation, soutenabilité, limite de la planète.
Mais Laval, différemment, c'était la question de la mondialisation et de l'inégalité des territoires et de la capacité à faire vivre de la ruralité active dans le pays. Mais à chaque fois, dans chacun des endroits, la dernière demi-heure, elle se terminait par... Bon, en fait, c'est plutôt sympa votre bouquin, parce qu'on avait cru au début qu'on allait regarder que l'avenir en noir, et en fait, on se rend compte qu'on a plein de trucs devant nous possibles, mais en réalité, c'est super angoissant. Parce que ce que vous nous dites, c'est que, et ce dont on se réalise là, c'est que c'est un enjeu démocratique, mais où sont nos élus ? Où sont nos élus sur ces questions-là ? Et dans quelle mesure est-ce que les grands partis politiques de ce pays, les campagnes électorales, se jouent sur ces sujets-là dont on vient de discuter et qui sont décisifs pour notre avenir et dont on a le sentiment que la classe politique a démissionné d'en faire des enjeux de débat public, parce que ce qui compte, c'est les postes, les congrès, les appareils, l'élection machin, l'élection bidule. Et ça désespère la population française. Émilie, peut-être sur parce que vous avez parlé, et tu as parlé, Frédéric, de 2050 et effectivement de l'intérêt de la prospective. Est-ce que là-dessus, puisqu'on a l'occasion, tu nous interroges sur pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, on ne s'en saisit pas, là peut-être les uns les autres évoquer des éléments qui sont, que vous considérez comme plutôt saillants, qui peuvent faire sens. Alors, on est dans une discussion, mais qui peuvent être portés au débat et qui viendront certainement nourrir les discussions de ce soir entre camarades socialistes. De 20h à 22h. Après 22h, exactement. Oui, je voulais rebondir sur les différentes interventions, commencer par celle de Yannick, qui regrettait un peu finalement qu'on parle des municipales, alors que la prospective est faite pour parler du temps long et se projeter dans le temps long. Mais c'est oublier un peu vite qu'une décision politique prise à un instant T, elle produit des conséquences sur le long terme. On peut penser par exemple au numerus clausus, on parlait de la santé tout à l'heure, ça date des années 70, et en fait il y a une très forte, ce qu'on appelle dépendance au sentier de l'action publique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris une direction, qu'on a pris un chemin en matière d'action publique, qu'on a fait des investissements, qu'on a mis des agents publics, des agences, des services publics, qu'on a mobilisé tout un tas de gens, on a créé des référentiels, on a créé des représentations et ça devient la normalité. Et c'est très difficile, c'est comme un paquebot, de faire dévier la trajectoire de l'action publique. D'où l'importance à la fois d'arriver à se projeter et à la fois d'arriver à prendre des décisions et d'avoir une méthode de bon gouvernement qui permettent d'arriver aux objectifs et aux scénarios qu'on aura choisis ou qu'on pourra hybrider aussi, parce qu'on peut très bien décider d'hybrider les scénarios. Et donc ça suppose quelque chose qui, me semble-t-il, est relativement absent aujourd'hui dans le débat au sein des gauches, et c'est là où je vais employer le pluriel, c'est que pendant la fin du 19e siècle et une bonne partie du 20e siècle, le débat politique à gauche s'est beaucoup structuré autour de débats théoriques sur la méthode du bon gouvernement. Et finalement, la prospective, elle nous enjoint à ça, à savoir comment est-ce qu'on conduit les changements dans la société. Et la prospective est un outil fantastique avec, on l'a vu, différentes déclinaisons pour pouvoir permettre ça. Pourquoi ? Parce que la connaissance ne suffit pas. Yannick l'évoquait tout à l'heure, mais il y a des travaux, par exemple, du GIEC du comportement, qui s'appelle le GIECO, qui montre, par exemple, ou qui fait l'hypothèse que le déni climatique d'un certain nombre de personnes serait en fait une éco-anxiété refoulée, c'est-à-dire que ces gens seraient inconsciemment conscients du changement climatique, mais ils s'enfermeraient dans une forme de déni parce que finalement, ils n'auraient pas la capacité à changer et à se projeter autrement que dans ce qu'ils font aujourd'hui et dans nos modes de vie, de production, de consommation, d'habiter, de se déplacer. Et donc, c'est là où la responsabilité du politique, elle est énorme. Si on veut sortir de ce déni politique et de ce déni collectif, il faut d'abord réussir à proposer des perspectives, des trajectoires, des solutions. Donc, c'est-à-dire qu'il faut inverser le problème. Souvent, on dit qu'il faut d'abord lutter contre le déni. Non, il faut d'abord réussir à offrir d'autres perspectives si on veut aider aujourd'hui ceux qui sont des dénialistes à pouvoir aussi basculer et à accepter cette transition-là. On doit aussi quand même faire le bilan de ce qui a pas très bien marché. On évoquait les évolutions sur la répartition de la population. On peut parler en matière de services publics quand on a moins d'élèves par classe, par exemple, quand on a moins d'étudiants, on l'avait évoqué aussi avec Maxime, à l'université. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ferme des établissements ? Est-ce qu'on repense les politiques publiques, la répartition des populations sur les territoires ? C'est tout ça. Et bien évidemment, ça demande des décisions aujourd'hui qui produiront des effets dans 10, 15, 20, 30 ou 40 ans.
Et puis, ça suppose aussi de gérer les tensions. Pendant ces périodes de changement, on voit que ça crée des tensions, et je pense que les tensions de ces dernières années, elles sont liées bien évidemment parce qu'il n'y a pas une méthode de bon gouvernement. Et on le voit qu'aujourd'hui, l'art de gouverner façon Bayrou, c'est l'art de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Or, il faut bien évidemment réussir à proposer autre chose. Et j'en terminerai là. Il me semble que ce que Frédéric évoquait à la fin est fondamental. C'est la question de sur qui repose la transition et comment on fait en sorte que la transition soit juste. Aujourd'hui, vous avez, dans un sondage assez récent, 76% des ruraux qui disent qu'ils ont l'impression de plus contribuer à la solidarité nationale, de plus verser à l'État, qu'ils ne reçoivent en retour. Alors, comme on l'a dit au début, ce sentiment, il peut être contré par des arguments objectifs parce qu'on a un système redistributif qui est extrêmement puissant en France. Et donc, objectivement, si vous regardez, il y a une redistribution spatiale de Paris vers les territoires, entre territoires, qui est extrêmement puissante en France. Et donc, d'ailleurs, à force de toujours être dans une forme de déclinisme dans le discours politique, on en vient à décrédibiliser ces mécanismes redistributifs. Mais c'est là où on voit qu'il y a un vécu. Il y a des perceptions, il y a des émotions, il y a des représentations, il y a de l'instrumentalisation politique, bien évidemment, qui est faite autour de ça et qui profite aux forces d'extrême droite. Mais quand même, aujourd'hui, on parle de transition agricole, alimentaire, énergétique, de mode de déplacement. Et donc la question qui va se poser aussi pour un parti de gauche, notamment la question au Parti socialiste, c'est qu'est-ce qu'on a à proposer à ces territoires-là, avec différents scénarios, parce qu'il y a une pluralité de ruralité, donc il va falloir proposer différents scénarios probablement, et le faire avec les populations, donc dans une approche démocratique. Et c'est pour ça que je pense que la prospective va nous amener aussi à repenser deux piliers, me semble-t-il, de la social-démocratie, qui pourrait être une social-écologie, qui sont la démocratisation de la société et la décentralisation, parce que je crois que toutes ces évolutions-là, elles devront se faire dans la proximité, dans la concertation et avec des solutions locales. Merci beaucoup, Julie. Est-ce que tu veux intervenir ? Alors, il y a énormément d'éléments qui ont été dits et que je voulais dire, donc je vais vous éviter une répétition. J'aimerais bien rebondir, en revanche, sur ce que vous avez dit, Yannick, sur le partage des connaissances et le fait qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde peut être sachant puisqu'on a accès au savoir là où, à l'époque, on ne l'avait pas. Ce que j'appelle l'illusion d'une omniscience cognitive, c'est-à-dire qu'on a l'impression, en fait, en ayant accès à Internet, typiquement, qu'on peut être aussi sachant qu'un médecin. Ça me fait penser à, moi, un enjeu extrêmement saillant et sur lequel on travaille très activement au sein du Parti socialiste, celui de la désinformation. Parce qu'avec cet élément-là, on a pour effet, malheureusement, qu'aujourd'hui, une partie de la population met sur un même niveau des vérités, des faits scientifiques, des opinions. Ce qui, comme vous le savez, n'est pas possible lorsqu'on a en partage justement normalement des faits qui sont vérifiables. On ne peut pas, sur un même niveau, mettre une fake news en gros et une vérité scientifique. Et aujourd'hui, comment est-ce que le Parti socialiste s'imprègne de ces éléments pour anticiper ce que sera demain, et c'est vraiment demain, on n'est pas dans 50 ans, notre démocratie, c'est un vrai enjeu pour nous. Je m'explique encore une fois. La désinformation, elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis très longtemps. Marie-Antoinette en a fait les frais, je le disais encore tout à l'heure. À l'ère des réseaux sociaux et de l'IA générative, on a un enjeu qui est démultiplié parce que les fake news circulent beaucoup plus vite que les informations vérifiables et véridiques. Mais surtout, on est arrivé à un point où c'est pas seulement du texte, c'est également du visuel. Aujourd'hui, on a tous nos sens qui sont perturbés par ces informations-là. Comment est-ce que le Parti socialiste, demain, accompagne, dans le cadre de notre démocratie, des candidats qui, demain, feraient l'objet de deepfakes absolument indétectables, indébunkables ? Comment est-ce qu'on se prépare à ce que notre démocratie ne puisse plus se reposer sur deux piliers fondamentaux que sont la vérité et la confiance ? Et François Seligman qui disait très justement que la démocratie ne peut pas tant se passer du peuple qu'elle ne peut se passer de la vérité. Et je pense que ça, pour un parti comme le nôtre, c'est un des vrais enjeux. Et vous avez déjà tout dit sur les éléments saillants, donc moi je vais peut-être juste vous en citer quelques-uns parce que ce sont des sujets qui me passionnent et qui ont trait justement aux nouvelles technologies et sur lesquels on travaille beaucoup, typiquement avec France Positive. Alors évidemment, l'intelligence artificielle et la mutation du travail qui, pour une
en tout cas la première fois depuis très longtemps, s'attaque à des catégories de la population qui ne sont pas seulement les plus précaires. Alors évidemment, si on n'accompagne pas avec le Parti socialiste, les catégories de la population les plus précaires, elles ne prennent pas le tournant de l'IA, elles en feront les frais dans les premiers. Mais on a aussi, justement, en s'attaquant aux tâches cognitives, des catégories de la population qui jusqu'à présent étaient préservées, les médecins, les avocats, etc., qui vont faire face à un mur géant. Et comment est-ce que nous, on s'en saisit dès aujourd'hui? Parce que l'IA, c'est pas dans 50 ans, c'est l'année prochaine potentiellement, quand on regarde ce que disent les fondateurs des plus grands modèles, que ce soit Claude ou GPT. Comment est-ce qu'aussi on anticipe, encore une fois, la question de la longévité, moi qui m'intéresse beaucoup, à l'ère des réseaux sociaux, ce que j'appellerais presque la casse des immortels. Parce que si on regarde, je travaille dans l'IA générative, aujourd'hui, elle a un des impacts les plus importants, c'est militaire, mais c'est aussi en matière de santé. Les résultats sont absolument fous en matière de santé. Ils sont accessibles de manière publique, mais pas toujours. Il y a une partie de ces recherches-là, vous le savez très bien, qui sont à la main de grandes entreprises qui, à terme, et très rapidement même, je le pense, auront tout intérêt à vendre leurs avancées à ceux qui peuvent se le permettre. Est-ce qu'une des ruptures à laquelle on peut s'attendre, et en tout cas avec le Parti socialiste pour laquelle il va falloir se battre en termes d'inégalité, ça va pas être forcément finalement une rupture anthropologique entre des hommes et des femmes qui vivront très longtemps, très bien, parce qu'elles auront pu bénéficier des meilleurs soins alimentés par l'IA générative, et ceux qui finalement n'y auront pas accès. Ça peut être aussi un des sujets, je pense, saillants auxquels il faut pouvoir se préparer en matière d'inégalité. Et puis pour finir, enfin je suis peut-être un peu... Je t'en prie. J'ai oublié mon dernier point. Ça me reviendra, je reviendrai dessus. Je t'en prie. J'ai failli regarder. J'ai bien noté que tu évoquais notamment la crise de l'être d'une certaine manière, parce que si effectivement il y a des durées de vie qui sont vraiment différenciées, est-ce que les vies valeront la même chose entre des gens qui pourront vivre que jusqu'à 50, 60 ans comme très longtemps, mais surtout très bien, versus ceux qui n'auront pas forcément accès? Et comment est-ce qu'au Parti socialiste on peut porter un projet sur le sujet? Moi je pense que c'est absolument fondamental. Frédéric, lorsque tu as pu être interrogé sur ton livre, je sais que on a en tête, et Yannick y reviendra certainement, mais l'a posé, on va dire, ces grandes tendances. Tu l'as évoqué d'ailleurs dans l'article que tu as commis sur Futurib, mais il y a aussi, par la prospective, la capacité à penser les rapports sociaux, les rapports humains, les évolutions de comportement. Alors, je sais que tu es souvent interrogé sur les scénarios posés en termes de ménage et d'évolution. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Scénario, encore une fois, on n'a pas fait de scénario. Non, mais en fait, ce qu'on voit, c'est en tendance assez lourde, c'est une augmentation des ménages isolés. Alors ça, c'est en partie lié au vieillissement, c'est en partie lié aux logiques de décohabitation, recohabitation, redécohabitation des enfants. Mais ce qu'on voit aussi, et là c'est pas de la tendance, on le voit là en ce moment par exemple, il y a 20 ans, il y a eu le début des familles recomposées. Et on s'est tous dit, quand vous regardez les analyses sociologiques de l'époque, ça va beaucoup croître, c'est une recomposition. Et quand vous regardez les chiffres aujourd'hui, c'est les familles monoparentales qui ont explosé, pas les familles recomposées. Mais en fait, quand vous regardez après les statistiques sur les nombres de vies de couples des gens, en vrai, ils se recomposent. Mais juste, on a une dissociation entre la vie amoureuse et la vie familiale mesurée par les statistiques. Parce que les statistiques, elles mesurent la famille à partir du ménage et le ménage à partir du logement. Or, je ne sais pas si certains d'entre vous habitent dans une grande métropole, je ne sais pas si certains d'entre vous se sont séparés, recomposés. En fait, quand vous vous séparez autour de 35, 37 ans avec 2 enfants, que vous vous remettez en couple avec quelqu'un qui a 35, 37 ans, 2 enfants, dans un centre-ville de métropole, ça fait vite un logement avec 5 chambres. C'est chaud. C'est chaud. Et c'est surtout très cher. Et alors, en gros, résultat, soit vous essayez, ça explose, donc paf, retour à la case famille monoparentale, soit vous dites, en fait, bon... on va garder le petit logement, une pièce, 2 pièces studio avec les enfants, chacun, et puis on s'inventera nos... Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on réorganise nos vies de façon différente. De la même manière avec les aidants familiaux qui commencent à se généraliser. Et donc en gros, on observe quoi? On observe qu'en 2050, s'il n'y a rien de dramatique se passe, ça peut toujours arriver, mais il y a eu 1914-1918, le stock de logements dans lequel on vivra en 1950, il est bâti à 95%. Les rues de 1950, elles seront complètement peut-être différentes. Il y aura beaucoup plus d'intelligence, des mobiles différents, mais les murs et les rues, elles seront là. Elles n'auront pas bougé. De manière, c'est capitalistiquement trop lourd pour que ça soit transformable. Sauf que on vivra différemment dans ces endroits-là. On vivra différemment dans les villes, parce qu'on va être obligé de planter, de mettre de l'eau, et puis il y a la révolution que les smartphones ont engendrée dans l'organisation des déplacements et des résidences des gens va être démultipliée. Et puis ça va être puissance 10 pour les logements. Et ça, comment est-ce que collectivement on ajuste nos cadres bâtis à nos modes de vie? Eh ben en fait, il y a ceux qui pourront jongler entre les différents cadres bâtis, il y a ceux qui seront assignés, ou alors on arrive à trouver des modes d'organisation politiques et sociaux qui font que la société permet des interstices, organise des porosités, permet de la socialisation. Mais ça suppose, un, qu'on puisse en discuter, deux, qu'on sache de quoi il faut discuter, qu'on se mette d'accord et qu'on puisse derrière faire des choix. Et tout ça, ça commence un tout petit peu par faire un peu de prospective. À 20h, après notre séance plénière. À 20h, dans la halle au grain, tous ensemble, pour travailler ça. Yannick. Oui, je voudrais rebondir là-dessus en évoquant un phénomène émergent positif pour éviter que les gens qui sont là pensent que faire de la prospective, c'est seulement broyer du noir. Il y a un phénomène... moi, ma spécialité en prospective, c'est la prospective des institutions. Et une partie essentielle du travail que je fais depuis une vingtaine d'années, c'est de documenter le déclin des institutions. C'est d'ailleurs parce que j'ai derrière moi 40 ans de carrière de haut fonctionnaire dans un État que j'ai toujours vécu en déclin, que je me suis mis à faire de la prospective pour essayer de comprendre comment tout ça pouvait rebondir. Il y a un phénomène très frappant au sein des institutions et autour d'elles, c'est l'émergence d'une multiplicité de formes de coopération stratégique. C'est en train de contaminer, on peut dire, nos formes d'action collective. Il y a un signal plus que faible, un symptôme de ça qui est spectaculaire dans notre pays, c'est le phénomène des tiers-lieux. Il y a une dizaine d'années, il y avait un petit... Le tiers-lieu, c'était un truc de geeks hirsutes avec des imprimantes 3D. Et, enfin, c'était marginal, quoi. Il y en a aujourd'hui, combien? 4000 en France. Il n'y a pas un élu local qui n'ait son tiers-lieu ou qui n'ait prévu d'en aménager ou d'en construire un au cours de son prochain mandat municipal. Qu'est-ce que ça raconte de la société, ça? Ça raconte que dans cet univers de transformation où il y a un sentiment d'impuissance à pouvoir régler un certain nombre de grandes questions. Le sentiment que ceux qui nous représentent et que nous avons élus pour le faire ne sont pas capables de le faire non plus. On voit un peu partout émerger des phénomènes de prise en main, de recherche de modes d'action coopératifs, multi-acteurs, coopérer, se réunir pour agir. C'est pas nouveau, ça s'appelle l'association. La grande différence entre l'association telle qu'elle s'est épanouie depuis le début du XXe siècle et les formes de coopération aujourd'hui, c'est que quand on s'associait entre semblables. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on voit émerger comme phénomène de coopération, c'est de la coopération entre dissemblables. Le tiers-lieu, c'est ça. Un tiers-lieu, c'est un endroit où on va déployer des activités pour que des gens différents vivent ensemble, agissent ensemble, échangent des services, élaborent des projets, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène, il est en train de contaminer l'administration elle-même. C'est-à-dire que, alors que nous vivons dans un univers politique qui, depuis 2017, a été hyper verticalisé
est complètement phagocyté par une vision très autoritaire de l'exercice du pouvoir, assez largement imaginaire d'ailleurs, mais enfin, c'est ça qui a dominé le débat public. Pendant ce temps-là, les pouvoirs publics soutenaient, toléraient ou incitaient à l'émergence de formes coopératives d'action collective. Et alors, j'ai bien parlé des tiers-lieux, c'est plutôt au niveau des collectivités locales, même s'il y a un petit organisme national qui accompagne ça, qui s'appelle France Tiers-lieux. Mais je suis en train de parler des cités éducatives, je suis en train de parler de l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée, qui suscite un réel consensus politique transversal. Je suis en train de parler de ce phénomène étonnant de transformation de l'offre de soins que sont les communautés professionnelles territoriales de santé. Il y en a aujourd'hui, je crois, 350 ou 400 en France. C'est des trucs dont le politique ne parle jamais. Ce sont des sujets qui, dans le débat entre les partis et dans la mobilisation des partis, ne sont jamais à l'ordre du jour, alors que si vous mettez bout à bout tous ces phénomènes, eh bien, vous avez l'image d'une société qui est en train de se transformer comme ça, de se transformer par la prise du pouvoir d'agir sur des sujets qui ne sont pas des sujets politiques majeurs, a priori, enfin, qui ne sont pas les sujets politiques majeurs du débat national, et ces sujets-là ne sont pas médiocres pour autant, mais qui ont à faire avec les besoins, les envies d'agir, les aspirations des gens dans leur vie quotidienne. Pardon, Yannick, je ne saurais trop encourager les acteurs politiques à être attentifs à ces phénomènes. J'ai une question à te poser sur cette base-là. Désolé. Je t'en prie. Mais justement, quand tu décris ça, le fait que les ressorts de transformation du pouvoir et des leviers de changement sont décentralisés, coopératifs, ça interpelle quand même un parti qui a vocation à gouverner à l'échelle nationale, c'est-à-dire que tu fais un projet à l'échelle nationale, ça veut dire que ton projet à l'échelle nationale, il ne se décline pas par l'Assemblée et les administrations, il passe par l'Assemblée nationale et les administrations aussi, mais il suppose une réflexion stratégique de ceux qui ont vocation à être au pouvoir anciennement central ou centralisé, mais pour mettre tous ces acteurs-là complètement horizontaux, complètement disparates, complètement différents, en mouvement au service d'un projet. Comment on construit ça? Est-ce que c'est une forme de... résultat, c'est l'institution centrale qui disparaît? Ou est-ce que ça appelle de nouvelles façons de concevoir le rapport au pouvoir de la part de nos dirigeants et de la part des grands partis politiques nationaux comme le Parti socialiste, un rapport différent à ce que c'est que gouverner? Oui, bien sûr. Alors, Yannick, oui, bien sûr. Ça n'élimine pas le besoin de centralité, ça en change la fonction. En réalité, la centralité, elle a trois fonctions à assurer. Elle a une fonction d'investisseur, parce qu'il faut de l'investissement non spéculatif pour accompagner ces transformations, de l'investissement public. Il faut un État régulateur, parce que malgré tout, il faut maîtriser la question des normes applicables et des normes utilisables. C'est un problème immense, ça, hein, l'intolérance aux normes et la courbe exponentielle de la production de normes. Et puis, ça suppose ce qu'une équipe de France Stratégie, il y a 2 ans, a appelé l'État orchestrateur. C'est un très très beau rapport de France Stratégie sur la soutenabilité, qui est vraiment plein d'intelligence et qui imagine une fonction de l'État qui soit dans l'accompagnement, la structuration, la mise en résonance, la mise en réseau, considérer ces capacités d'initiative, non pas comme des perturbations, mais comme des ressources, et trouver des modes d'action et d'organisation de l'administration qui permettent d'accompagner l'éclosion et l'exploitation de ces ressources. J'ai mené ces dernières années quelques expérimentations territoriales et j'ai trouvé bien davantage au niveau des collectivités territoriales qu'au niveau de l'État, la perception de ça. Et on a fait à Mulhouse l'accompagnement d'une expérience de coopération sur les politiques de jeunesse. Et au bout d'1 an et demi, l'équipe municipale nous a dit « Mais votre façon de travailler, c'est drôlement intéressant. Pourquoi est-ce qu'on ne s'inspirerait pas de votre façon de travailler pour restructurer complètement les services de la mairie elle-même » organiser l'administration municipale en fonction de l'accompagnement des capacités à coopérer. Alors c'est une micro-expérience, ça va pas très loin, etc. Ça, c'est un vrai signal faible.
La maire de Mulhouse, elle est de droite, elle n'est pas de gauche. Mais enfin, c'est la démocratie chrétienne alsacienne, donc c'est pas non plus de la droite franchement réactionnaire. Yannick, donc voilà. C'est pour. Tu viens de citer une maire de droite, donc en mesure de contestation, Julie quitte immédiatement la table ronde. Non, elle s'excuse, elle a un autre engagement, je plaisante évidemment, mais tu nous trouvais là l'occasion de trouver. De lui permettre de filer. Merci à toi. J'étais coupé, Yannick. Je ne sais pas si tu veux dire un mot, ou Émilie, peut-être sur ces sujets-là, où j'imagine tu as forcément un regard aussi. Oui, bien sûr. Alors, du coup, avec un peu moins de recul que Yannick, parce que ça fait une dizaine d'années que je suis fonctionnaire, que j'ai travaillé à différentes échelles de collectivités territoriales. Et je partage complètement, d'ailleurs, ce qui vient d'être dit, l'approche et la nécessité de revoir les pratiques politiques. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sous la question de la méthode du bon gouvernement. Ça peut paraître des débats extrêmement théoriques, mais en fait, c'est ça la condition clé du changement, de savoir comment on mobilise les leviers de la puissance publique, comment on mobilise la société civile, les associations, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, comment on travaille avec les organisations syndicales, comment on reprend la main aussi sur les initiatives du privé, parce qu'aujourd'hui, on cherche 44 milliards d'euros d'économies dans le budget de l'État. Mais est-ce qu'on a pris la peine de chiffrer le coût pour les dépenses publiques de pratiques économiques nocives pour l'environnement, pour la santé, pour la cohésion sociale? On a beaucoup parlé des 211 milliards d'aides publiques aux entreprises. Mais ce que je suis en train de vous dire, ça représente des coûts beaucoup plus colossaux. Par exemple, quand on parle de la contamination au PFAS, vous savez, c'est les polluants éternels qui vont beaucoup contaminer les sols. Le coût de la dépollution, rien que de la dépollution, c'est évalué à plusieurs centaines de milliards d'euros en Europe. Et c'est sans parler du coût pour les systèmes de santé publics ou privés, parce qu'il y a aussi une part de financement privé. Donc on voit que là, il y a besoin de repositionner la puissance publique et de savoir comment la gauche, si elle revenait au pouvoir, elle entendait utiliser ces outils de la puissance publique. Tout à l'heure, j'évoquais la question de la décentralisation. Bien évidemment, moi, je suis assez favorable à la décentralisation, vous l'imaginez bien, en étant fonctionnaire territorial, à la démocratisation de la société, parce que ça passe aussi par là. Mais aussi à ce que j'ai appelé comme concept la maîtrise publique. Retrouver la maîtrise publique sur nos destins. Et ça suppose de repenser des normes plus frugales, donc beaucoup plus d'humilité du politique, des parlementaires, des ministres, pour ne pas vouloir rajouter de la norme, et dans le moindre détail, alors qu'on va avoir besoin de différencier les réponses, on a vu en fonction des territoires, de laisser de l'autonomie sur les territoires aux personnes pour pouvoir inventer les solutions, de réorienter la dépense publique, je l'évoquais juste avant, de retrouver aussi une forme d'agentivité publique dans nos services publics, chez nos agents publics, leur permettre aussi de faire preuve d'intelligence, de pouvoir adapter le service en fonction des besoins. Et puis aussi de trouver d'autres formes de contribution que la contribution fiscale. Et là, ça passe par aussi d'autres formes. Alors moi, j'aime bien aussi la forme de la coopérative. Comment on peut inventer des formes hybrides? Donc c'est dans la coopérative, aujourd'hui, vous avez des coopératives parentales, par exemple, où vous avez des parents qui se relaient pour garder les enfants. Vous avez des coopératives funéraires, vous avez des coopératives forestières, énergétiques. Donc il y a des modèles comme ça qui sont en train de s'inventer, où d'autres pays sont allés beaucoup plus loin que nous. Et je crois aussi à un dispositif qui s'appelle les sentinelles. Vous avez la MSA, par exemple, qui a créé un réseau de sentinelles pour pouvoir aller à l'écoute, pour pouvoir accompagner les agriculteurs qui sont en difficulté, parce que les agriculteurs ne font pas forcément confiance a priori aux institutions ou même à la MSA, et donc de pouvoir parler à d'autres agriculteurs qui ont été dans la difficulté, qui maîtrisent aussi les dispositifs publics, qui peuvent être à l'écoute, dans l'empathie, ça permet aussi de favoriser la cohésion sociale et ces transitions-là. Je pense aussi aux sentinelles vertes de la CFDT pour aller sensibiliser dans les entreprises au changement climatique. Bref, on a plein de ressources pour pouvoir réinventer un nouveau monde, un nouveau projet de société, mais encore faut-il justement réussir à se projeter dans autre chose que ce qui est aujourd'hui le logiciel dominant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
La table ronde touche à sa fin. Peut-être juste, et je ferai une courte conclusion, puisque vous avez compris que nous allons maintenant passer à des cas pratiques, et c'est non seulement possible, mais c'est souhaitable, si je reprends le thème de cette plénière. D'abord, vraiment vous remercier à la fois l'auditoire d'avoir suivi avec intérêt cette plénière, et puis évidemment les intervenantes et intervenants. On a voulu souligner à travers ce campus l'intérêt et notre volonté de nous investir aujourd'hui dans la prospective en tant que formation politique. Et il s'agit donc pour nous d'un point de départ en tout cas. Et l'idée, c'est évidemment, parallèlement aux nombreuses missions qui sont celles d'un parti politique, le projet, la préparation des élections, on en a parlé. On prendra des initiatives dans les semaines qui viennent pour pouvoir continuer au sein du parti d'un point de vue national, mais certainement aussi, si vous le souhaitez, dans vos fédérations, de vous proposer tout à la fois des outils, on va en parler dans un instant, mais aussi des interlocuteurs pour qu'on puisse associer à notre militantisme quotidien cet effort pour pouvoir se projeter, s'éclairer et donc pratiquer aussi la prospective. Merci à vous et donc rendez-vous à la Logrin.